Mais je souhaite aussi souligner, par exemple, des décisions prises au niveau européen. L'ouverture de l'espace aérien au Qatar, en échange de l'espace européen ouvert pour Qatar Airways en Europe. Comment vous voulez comparer un pays qui pèse 3 millions d'habitants à des centaines de millions d'Européens? C'est complètement disproportionné. Qui a pris la décision d'exonérer les Qataris de visa en Europe? Mais pourquoi? Est-ce que l'argent achète tout? Bonjour à tous, nous fêtons ces jours-ci le premier anniversaire du Qatargate, cet incroyable scandale qui est si révélateur. Rappelons les faits. Le vendredi 9 décembre, l'eurodéputée socialiste Eva Kaili, une des vice-présidentes du Parlement européen, est interpellée à son domicile à Bruxelles. 4 hommes sont également arrêtés le même jour, dont le compagnon d'Eva Kaili, Francesco Giorgi. L'enquête est menée par un juge financier bruxellois. Elle vise des faits de corruption et de blanchiment d'argent en bande organisée. Et pour cause, au cours de ces perquisitions, le 9 décembre 2022, la police belge a mis la main sur 878 355 € précisément en liquide qui étaient stockés au domicile d'Eva Kaili et de Francesco Giorgi. Le début d'une série de révélations sur une corruption, sur une opération de corruption massive, assez inédite à cette échelle dans les institutions européennes. Aujourd'hui, 1,5 million d'euros en espèces ont été trouvés. Il y en avait qui restaient, côté corrompu, des socialistes essentiellement, ou des anciens socialistes, et côté corrupteur, le Qatar, mais aussi le Maroc et la Mauritanie. Alors, vous l'aurez remarqué, curieusement, on parle peu de cette incroyable affaire que beaucoup de gens ont intérêt à fourrer sur le tapis européen, le tapis étoilé, on va dire, mais nous, on va en parler avec une invitée exceptionnelle. Bonjour Patricia Chagnon, merci d'être venue nous rendre visite. Alors vous êtes députée européenne, députée française, Rassemblement National au Parlement Européen de Strasbourg. Vous êtes conseillère municipale et communautaire d'Abbeville, dans la baie de la Somme. Vous avez fait des études d'arabe et de linguistique générale à l'université d'Amsterdam, et c'est important pour la suite du sujet dont on va parler. Et vous publiez un livre absolument passionnant qui s'appelle Qatargate, tout simplement. Votre livre, on ne le trouve pas en librairie, on le précise, mais c'est un document qui est édité par votre groupe parlementaire et qui se penche un petit peu sur l'affaire et beaucoup sur l'influence trouble du Qatar. Alors, d'abord, votre livre, où est-ce qu'on peut le trouver, très concrètement ? Très simplement, oui, bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité pour en parler parce qu'effectivement, c'est un sujet très important. Mon livre se trouve disponible gratuitement en téléchargement sur Internet. C'est très simple. qatar-gate.fr, vous tombez dessus, vous téléchargez, il est disponible gratuitement pour chacun, que j'invite à le faire. Voilà, et alors c'est un document assez incroyable. Combien de temps est-ce que vous avez mis pour écrire ce livre, Patricia Chagnon ? Enfin, il y a l'écriture. C'est un gros livre, alors je le montre à la caméra. Combien de pages, je sais plus, 300, quelque chose comme ça, 285 pages. 285 pages, mais il y a la stratégie entière qui est publiée aussi, qui est la stratégie de Doha. On va en parler. On va en parler. Oui, je pense que j'ai commencé en fait l'écriture assez rapidement après ce que vous venez d'annoncer en fait le 9 décembre donc 2022 quand ce scandale a éclaté, parce que je me suis aperçue que j'étais parmi les seules qui n'étaient pas surprises, en fait, de ce scandale de corruption. Tout le monde disait, mais c'est impossible, c'est les plus prestigieuses institutions européennes, c'est au sein du cœur de ce nouveau monde que ça se passe. Et en fait, c'est pas surprenant du tout. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il était temps d'écrire et d'expliquer et de donner le décryptage de cette affaire du scandale du Qatargate par rapport, en fait, à cette stratégie qui a été écrite il y a
Voilà, alors vous allez nous expliquer ça, on va y revenir. Mais d'abord, la dernière actualité du dossier, on la trouve dans Le Monde du 6 janvier qui cite le témoignage du procureur fédéral, Frédéric Van Leuve, je ne sais pas que c'est comme ça que ça se prononce, qui déclarait à la télévision belge en septembre 2023 « Cela fait presque 10 ans que je suis procureur fédéral et je n'ai jamais vu autant de pression dans un dossier. Il y a des fuites partout, dit ce procureur. Il y a des magistrats étrangers qui prennent contact avec nous et qui veulent parfois se mêler de l'enquête. Il y a un déchaînement sur le précédent juge d'instruction et sur sa famille. Pour moi, c'est dégueulasse. Fermez les guillemets. Ce sont les propos de ce procureur. Alors, est-ce qu'on va dans cette affaire? Quel est votre sentiment? Est-ce qu'on va vers un enterrement de première classe? Bah écoutez, il faut surtout pas qu'on va faire un enterrement de première classe. On en parlera tout à l'heure parce que le Qatargate, tel qu'il a éclaboussé le Parlement européen, ce n'est que la pointe de l'iceberg, en fait, d'un immense machinerie d'influence du Qatar sur l'Occident en Europe. Surtout en France d'ailleurs. Donc les Belges, heureusement que les juges d'instruction belges sont là, parce que pour le moment, le Parlement européen a refusé de diligenter une enquête. L'OLAF, on n'entend pas parler, on ne sait pas où ils sont. Et heureusement qu'on a l'instruction et la courage des juges belges pour continuer cette enquête qui, effectivement, d'ailleurs je le montre également dans mon livre, ceux qui ont intérêt que ça soit brossé sous le tapis. Parce que ça va de gauche jusqu'à la droite et tout ce qui est entre les deux. Oui, c'est-à-dire on retrouve là tous les partisans de l'Europe, notamment, qui préfèrent mettre le linge sale sous le tapis. Oui, je pense qu'on est dans le scénario de différentes compromissions, en fait. C'est une sorte de tenaille dans laquelle le Qatar a réussi, de toute vraisemblance, à amener la Commission européenne. Il y a à la fois une composante idéologique, hein, avec toute la gauche et l'extrême gauche, avec toutes les campagnes de l'acceptation du hijab, les compromissions de l'Union européenne et du Parlement européen avec les associations pro-islamistes en France et en Europe. Et d'autre côté, il y a la grande finance, la droite, donc une partie de toute vraisemblance, céder aux pressions financières ou aux avantages financiers que le Qatar pourrait leur offrir. Donc en fait, on est dans une tenaille gauche libérale de droite, où effectivement ça devient très compliqué aujourd'hui de continuer à proclamer son innocence. Ouais, il y a peu de dossiers qui sont soutenus comme ça, ou de pays qui sont soutenus à la fois par la gauche et la droite. C'est assez curieux. Est-ce que c'est un sujet, avant de venir au fond du dossier, est-ce que c'est un sujet dans les couloirs du Parlement européen? Est-ce qu'on en parle là? Ça a touché des parlementaires européens, ça a explosé, ça a quand même sidéré l'opinion, cette histoire de valise de billets. Est-ce qu'on en parle dans les couloirs ou est-ce que c'est un sujet tabou avec vos confrères en dehors du RN, évidemment? C'est un peu tabou en dehors de effectivement ceux qui ne sont pas compromis dans cette histoire-là. Donc il y a un silence et je pense que, comme je disais tout à l'heure, on ne touche qu'à la pointe de l'iceberg de cette affaire-là. Cette affaire, à mon avis, va beaucoup plus loin que quelques centaines de milliers d'euros. Enfin, franchement. Quand même, 1,5 million en tout. Oui, mais qu'est-ce que vous faites avec l'argent de liquide? C'est impossible de dépenser l'argent liquide. Vous le savez très bien. En France, c'est réglementé. Vous ne pouvez plus faire des dépôts en banque au-delà de ça. Donc, j'ai un peu l'impression qu'on a touché à de l'argent en espèces dans des valises, mais qui, à mon sens, a servi beaucoup plus à payer des petites sommes de 10 000, 20 000 ou 30 000 euros. Je dis petites sommes, mais dans l'histoire totale, en fait, de corruption présumée par le Qatar, c'était des sommes qu'on a dû payer à des assistants, des petits députés. Mais les vrais décideurs, ce n'est pas avec 20 000, 30 000 euros qu'ils se contentent. Ce n'est pas eux qui vont mettre 600 000 euros sur un compte en banque. Ce n'est pas possible. Donc, à mon avis, derrière ça, si on commence à tirer sur le fil, on va trouver d'autres choses bien plus importantes, bien plus graves que les quelques voyages payés ou les centaines de milliers d'euros dans des valises. On va trouver des choses éminemment plus importantes. Que fait le Rassemblement national sur ce dossier précisément?
Est-ce que vous en êtes saisi? Qu'est-ce que vous avez demandé? Quelle est l'action du Rassemblement national à Strasbourg? Bien sûr, notre président de groupe, Jean-Paul Garot, a demandé tout de suite, au nom de notre groupe, une commission d'enquête interne au Parlement pour mettre la lumière sur cette affaire-là. Cette commission a été refusée. Voilà. Où en est Eva Kaili, la plus médiatique, on va dire, de cette affaire? Alors là, je l'ai vue dans les bancs à Strasbourg fin de l'année dernière, où elle était assise en haut de l'hémicycle, parce qu'elle est maintenant non inscrite, hein, elle a été éjectée de son groupe socialiste, et où elle n'a pas pris part au vote sur les mesures de renforcer le contrôle sur les députés. Donc ça m'avait beaucoup amusée. Elle était là, elle s'est fait très discrète, donc on ne la voit pas beaucoup. Mais elle est là. Et libre, non? Elle est libre. Je ne sais pas s'il est là souvent. Moi, je l'ai remarqué dans l'hémicycle lors de cette séance plénière. Alors, vous disiez que vous n'aviez pas été surprise il y a un an avec l'explosion de cette affaire. Moi, ça m'a quand même un peu sidéré. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas été si surprise que ça? Et finalement, que cherche le Qatar en corrompant? En fait, il faut qu'on revienne, et c'est pour ça que ce livre a été écrit, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut qu'on revienne à Doha en 2000. En fait, en 2000 a été adopté... C'est le cœur de votre livre, c'est extrêmement intéressant. Voilà. Racontez-nous, en 2000. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, on doit retourner dans l'histoire, et on doit comprendre l'origine, ce qui est à l'origine, en fait, de tout un enchaînement d'événements qui ont mené aussi à la corruption donc au Parlement européen. En 2000, a été adopté au Qatar, après quelques décennies de négociations, un document qui s'appelle l'action culturelle islamique en dehors du monde islamique. C'était un document qui a été adopté par 54 pays musulmans réunis au sein de l'ICESCO, une organisation qui est l'équivalent en fait de l'UNESCO dans l'Occident, et qui ont signé, au bout de négociations qui ont duré des décennies, ce document de l'action culturelle stratégique en dehors du monde islamique. En fait, 2000... Alors, ces pays sont tous des pays musulmans. Exactement. C'est ça. Ce sont tous des pays musulmans, ils sont cités, je les cite tous. D'ailleurs, c'est librement en accès sur le site de l'ICESCO. Mais en fait, le tournant qui a été signé en 2000, c'est qu'auparavant l'ICESCO, cette organisation de pays musulmans, était essentiellement préoccupée à s'occuper des populations au sein des pays musulmans. Donc elle faisait beaucoup de bienfaisance, elle s'occupait beaucoup de l'éducation. Et en fait, le tournant a été de dire, écoutez, la priorité, ce n'est plus de nous occuper de nos pays musulmans. Notre action doit se concentrer sur les pays occidentaux, surtout l'Europe. Et c'est une stratégie qui vise à harmoniser, à créer un peuple musulman de la diaspora musulmane en Occident. Voilà. Alors, comment est-ce qu'ils expriment cette volonté et finalement, pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont à tirer de tout ça? Et troisième question, quel est le rôle du Qatar là-dedans? Parce que vous parlez de 50 pays, est-ce que le Qatar a un rôle de leader? Alors, d'abord, pourquoi ils le font? Écoutez, l'islam frériste, donc les frères musulmans, qui ont été un mouvement qui a été créé en Égypte dans les années 20 contre le colonialisme, en réaction d'ailleurs contre ce qu'ils considéraient comme les mauvais colons et le libéralisme de l'Occident anglais, a écrit un islam très dur en réaction à ça, en disant voilà, il ne faut pas qu'on se laisse influencer par la présence anglaise et occidentale en Égypte, il faut qu'on revienne à l'islam tel qu'il est écrit dans le Coran, dans les hadiths et sunnas. Et ils ont fait une interprétation extrêmement rigoriste, extrêmement radicale de l'islam. Alors, c'était une stratégie en fait politique. Au lieu d'aller se mener des sunnites, des chiites, des différentes populations musulmanes partout dans le monde, ils ont dit non, nous on a l'islam authentique, et l'islam authentique, c'est l'islam frériste. Alors, quand ils ont présenté cette stratégie,
de Doha, ce que j'appelle la stratégie, le protocole de Doha. L'idée était de dire que la diaspora musulmane en Occident est très disparate. Vous avez à la fois des musulmans qui vont du Maroc jusqu'en Indonésie. Les croyances ne sont pas vécues de la même façon. Ils ne parlent pas la même langue. Ils n'ont pas la même histoire. Donc comment est-ce qu'on crée un peuple qui n'existe pas en Europe, un peuple musulman? Comment on va créer et consolider le peuple musulman en Europe? Donc, ils ont dit, on va faire ça par la langue. Parce que d'abord, il faut que tout le monde parle la même langue. Donc, c'est l'arabe classique, l'arabe du Coran. Donc, on a commencé, comme vous le savez très bien, c'est pour ça qu'ils mettent beaucoup l'accent sur l'apprentissage de l'arabe, parce que bien évidemment, on ne parle pas de la même chose en Iran, en Afghanistan, en Indonésie. Donc, on a dit, voilà, réunir les peuples arabes passe par l'apprentissage de la langue du Coran, donc l'arabe. Deuxièmement, il fallait homogénéiser la religion. Parce qu'en fait, la façon dont l'islam est pratiqué en Tunisie, par rapport à l'Afghanistan, par rapport à l'Égypte, des communautés rurales, par rapport à l'Indonésie, encore une fois, ou la Malaisie, c'est pas du tout pareil. Il y a des interprétations qui sont données localement ou nationalement à la profession de la religion musulmane. Ça ne leur convenait pas, bien évidemment, et le disent d'ailleurs dans leur stratégie. C'est rétrograde, ils se sont déviés du bon chemin, il faut les ramener dans le vrai islam. Et le vrai islam, c'est l'islam frériste, extrêmement rigoriste. Donc, il faut ramener tout le monde à cet islam traditionnel, très rigoriste. Et troisièmement, ils ont dit, voilà, c'est important, il faut réécrire l'histoire. Hein. On peut citer la page en annexe, mais oui. Il faut réécrire l'histoire parce qu'il faut consolider ce peuple en leur faisant partager la même histoire de la gloire de l'islam, etc. Et ils disent, pour ça, il faut qu'on réécrive l'histoire. Donc, il y avait 3 axes essentiels pour créer ce peuple musulman en dehors du monde islamique, en Europe et en France. Alors, c'est intéressant. En fait, c'est la manière pour le Qatar, qui est un tout petit pays, avec un tout petit peuple, je ne sais pas combien ils sont, mais c'est très peu nombreux. 3 millions, mais quelques dizaines de milliers de vrais Qataris seulement. C'est ça, voilà. C'est ça, oui, et oui. Donc vraiment très, très peu nombreux, d'avoir une sphère d'influence mondiale, quoi. Et évidemment, ça démultiplie leur audience, leur influence, leur pouvoir, bien au-delà des seuls petits Qataris qui sont resserrés au Qatar. Hein. Exactement. Je pense que le Qatar a trouvé dans cette stratégie, vous avez de grandes populations musulmanes en Europe, des grandes populations de musulmans d'origine turque, surtout en Allemagne. On a des populations disparates, mais ces pays-là n'ont jamais réussi, en fait, Erdogan n'a jamais réussi à vraiment avoir une influence, à jouer de l'influence sur la politique européenne. Alors le Qatar a dit, bon, écoutez, voilà, on va se mettre d'accord, vous avez les populations, eh ben, nous, on a l'argent. Voilà. Et nous, avec l'argent, on va vous aider à consolider les populations, et vous, en fait, en contrepartie, eux, en fait, sont maintenant, comme on voit d'ailleurs dans le conflit aujourd'hui entre l'Israël et le Hamas, le Qatar joue les médiateurs. Ce n'est pas pour rien. Ils influencent énormément. Donc c'est en permanence un jeu assez pervers d'influence des populations ici, de mainmise sur les populations musulmanes en Europe à travers la construction des mosquées, donc de très nombreuses, en France, qui ont été financées par l'argent du Qatar, directement ou indirectement, et bien sûr ensuite d'avoir de l'importance sur la scène de la politique internationale. Voilà, une stratégie d'influence extraordinairement volontariste, avec des moyens, et donc un plan extrêmement organisé. Alors, ce document-là, je voulais citer quelques phrases de son introduction, parce que c'était extraordinairement parlant. Alors, de fait, c'est un document, encore une fois, qui est tout à fait officiel, qu'on trouve sur le site de l'ISESCO, très facilement en allant sur le web. Donc, il n'y a pas de complotisme là-dedans. Tout est dit de manière très transparente.
transparente par le Qatar sur sa stratégie d'influence. Et donc, dans l'introduction de ce document, que vous publiez in extenso, traduit en français à la fin de votre livre, il est écrit, de fait, la Oumma islamique a grandement besoin d'une stratégie qui permette de coordonner et d'orienter de manière méthodique l'action culturelle eu égard au rôle de plus en plus prégnant que joue la culture dans le développement des États membres, consciente également de l'importance du rôle des communautés et des minorités musulmanes établies en Occident et partout dans le monde, et ça c'est important, dans la réduction du fossé culturel qui sépare le monde islamique du monde non islamique et en vue de les protéger, ces populations, contre la dilution culturelle et la perte de l'identité islamique, notamment les 2e, 3e et 4e générations, l'ISESCO a décidé de mettre en place un cadre référentiel de l'action culturelle à l'extérieur du monde islamique que les centres culturels, leurs instituts affiliés, les associations islamiques adopteront comme document de référence. Alors voilà, c'est un peu long, mais je trouve que tout est dit. Tout est dit, hein. Tout est dit, tout est dit, tout est dit. Donc, ce document, il existe depuis très longtemps. Et ce document, je le connaissais depuis longtemps. Et c'est pour ça, en fait, voilà, qu'il fallait écrire ce livre-là, pour que ce document, tout le monde en prenne conscience. Et prenne conscience que ce qui arrive aujourd'hui à Bruxelles, bah, écoutez, c'était écrit. Parce que moi, j'aimerais quand même vous citer la page 51, que dans le cadre de cette stratégie, c'est annoncé. Le potentiel des établissements et des organismes de l'Union européenne peuvent bénéficier aux communautés musulmanes, notamment dans les domaines de la qualification professionnelle, formation scientifique et des études sociales de terrain. On parle partout dans ce livre-là de l'importance des institutions européennes. Donc ce n'est pas un hasard. Ça a été écrit en 2000. C'est ça. Donc on s'étonne de voir des femmes voilées sur les communications de l'Europe. On comprend mieux quand on lit ce document. Et accessoirement, je constate aussi que le document fait référence aux 2e, 3e et 4e générations de musulmans. Ils ne font pas la différence, eux, entre ceux qui sont français, d'origine musulmane, et ceux qui sont musulmans et non français. Par exemple, oui. Ils ne parlent pas de la France, mais enfin, en tout cas, ils ne tiennent pas compte de la nationalité d'adoption de ces peuples-là. C'est bien, c'est même le contraire. Ils disent il faut qu'on protège ces générations de ne pas se laisser influencer. C'est ça. Ils ont été l'éducation n'a jamais servi le développement des populations musulmanes. Les éducations en Occident, ils le disent, ont servi à extraire les jeunes de leur héritage à eux, et c'est à nous de les ramener. Donc en fait, le document prône le communautarisme, critique notre concept, surtout français, de laïcité, de la scolarisation, et accuse très fortement, indirectement, l'éducation nationale et le modèle de laïcité de l'éducation nationale. Ce qui est quand même particulièrement grave, parce que pendant que nous, on est en train d'essayer de se dire, mais est-ce qu'on fait ou pas les horaires des piscines séparés, le sport, etc., l'abaya à l'école, heureusement qu'il n'y en a plus, mais les voiles continuent à exister pour les sorties scolaires, des accompagnatrices, etc. C'est écrit qu'il faut justement se battre contre ça, ici. Et il donne d'ailleurs les méthodes pour attaquer ces prises de décision sur, bien sûr, la discrimination, le prétendu islamophobie, etc. etc. Mais le fait d'isoler et de ramener les 2e, 3e, 4e générations de musulmans et musulmanes dans le giron de l'islam radical est décrit ici. Donc le séparatisme est actionné, promu et activement promu par les réseaux financés par l'argent qatari directement ou indirectement sur le territoire français. C'est ça. Alors, ils visent, c'est ce que vous venez de dire, c'est incroyable, ils visent l'Occident en général, c'est destiné à l'Occident, mais il y a un discours particulier pour la France. C'est ça que vous dites. Pourquoi la France ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle représente pour eux ? Et pourquoi est-ce qu'ils ciblent particulièrement la France ? Écoutez,
Pas particulièrement la France. Disons que ce livre-là, je l'ai écrit avec des exemples particulièrement français, parce que je suis députée de la nation française. Donc, j'ai analysé, en fait, l'impact de cette stratégie sur la politique française ces 20 dernières années. Mais là, je suis en train de travailler sur la traduction anglaise. Et donc, il faut que je trouve... j'ai commencé à rechercher ce qui s'est passé à l'étranger également. Et je tombe des nues de ce que je déniche. Donc en France, oui, on a des populations qui sont particulièrement fragilisées par le communautarisme en France. Donc bien sûr, quand il y a des problèmes préexistants de quartiers sensibles, etc., le discours est beaucoup plus prenant. La stratégie, en fait, des frères musulmans a toujours été d'aller d'abord dans le social pour conquérir par le social le côté politique. Donc ça a été la stratégie dans les pays musulmans. C'est la stratégie en Égypte, c'est la stratégie au Soudan où je les ai vus à l'œuvre, mais c'est la stratégie également ici. On commence d'abord par du social, mais le social cache à peine le projet politico-religieux qui est derrière. Alors justement, ce projet, quel est-il? De quoi est-ce qu'il rêve? Quelle est la France rêvée par le Qatar et les signataires de cet accord? Il y a une dimension de communautarisme islamique très forte, il y a la charia, vous parlez de tout ça dans votre livre. Comment est-ce que ça s'articule? Ça ressemblerait à quoi une France de rêve pour les signataires? Une France de rêve pour les signataires, ça soit que l'islam, ça sera probablement une France totalement islamisée, hein, parce qu'il parlait quand même dans ce livre, dans la stratégie de Doha, on parle des valeurs supérieures de l'islam, qu'ils ont pour vocation de ramener, de montrer les valeurs supérieures de l'islam. Bon, mais dans un premier temps, ce qu'on a pu constater donc ces 20-25 dernières années, c'est d'accentuer le communautarisme et d'exiger l'application d'un droit spécifique à cette communauté-là, qui ne sont pas les droits de la République française. Donc c'est d'exiger qu'on a un traitement différent pour des communautés dans la société. Et vous avez bien vu que sur de nombreux sujets, ça a marché. Cette instrumentalisation du droit à la différence, en fait, mine le pacte social à la française, qui est que dans l'espace public, écoutez, on ne fasse pas profession ni de sa foi, ni quoi que ce soit. Donc, il y a la différence entre une laïcité inclusive ou une laïcité exclusive. Pour eux, la laïcité inclusive, ça veut dire chacun fait ce qu'il veut dans l'espace public. La laïcité exclusive, telle que moi je la prône, c'est la liberté de professer chacun notre foi, mais dans l'espace privé et pas dans l'espace public, et surtout pas dans les écoles. C'est ça. Alors, c'est un moyen, je voulais qu'on revienne avec vous sur les moyens qu'ils préconisent justement pour arriver à ce but. Hein, alors, il y a d'abord l'immigration. Ils sont évidemment très favorables à ce que, mais vous allez peut-être nous en reparler, mais à ce que l'immigration s'amplifie et progresse encore en Europe et en Occident. Il y a l'éducation, sur laquelle ils travaillent beaucoup, je crois, et le multiculturalisme, sont un peu les trois chevaux de Troie, si j'ai bien compris, du Qatar et de ces pays signataires, c'est ça? Et des frères musulmans. Oui, tout à fait, tout à fait. La consolidation de l'Oumaya, de la création de l'Oumaya, donc du peuple musulman en Occident, passe par ces trois vecteurs. Et ça nous ramène à une réflexion quand même particulièrement intéressante. Je cite dans mon livre maintes choses qui sont arrivées en France depuis que cette stratégie a été signée. Les avantages fiscaux accordés aux Qataris. Je parle également... Par la France. L'exonération de l'ISF, l'exonération de bénéfices d'impôts sur les bénéfices immobiliers. D'ailleurs, je vais faire la publicité pour Marianne qui en parle cette semaine dans son édition et que j'invite tout le monde à lire. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est Marianne qui l'a réécrit. Mais également au niveau européen. L'hebdomadaire Marianne. L'hebdomadaire Marianne, tout à fait. Mais je souhaite aussi souligner, par exemple, des décisions prises au niveau européen. L'ouverture de l'espace aérien au Qatar, en échange de l'espace européen ouvert pour Qatar Airways en Europe,
Et comment vous voulez comparer un pays qui pèse 3 millions d'habitants à des centaines de millions d'Européens? C'est complètement disproportionné. Qui a pris cette décision? Aberrant. Aberrant. Qui a pris la décision d'exonérer les Qataris de visa en Europe? Mais pourquoi? Est-ce que l'argent achète tout? Moi, j'avais présenté un amendement de refus, de rejet de ça, en disant l'argent n'achète pas tout, les visas non plus. On peut imaginer d'autres choses, des visas sur l'arrivée, des visas avec des multiples entrées, plutôt que d'aller de tout au rien, en fait. Mais finalement, quand on prend plus de recul, on peut se demander. Ça a été admis, hein, cette histoire de visa. Oui. C'est le cas. Aujourd'hui, les Qataris se promènent comme chez eux. Exactement. Voté en 2022, je crois, automne 2022. Donc tout à fait admis. Mais l'histoire, à mon avis, va plus loin. Parce que vous vous souvenez que sous la présidence de M. Sarkozy, on a voulu faire sortir l'islam des caves. C'était ça l'expression à l'époque. Oui. Regardez combien de mosquées ont été construits qui prônent l'islam radical. D'accord? J'ai un exemple, même dans ma commune, de la légèreté de l'instruction des dossiers. Il y a un projet de mosquée rigoriste à Abbeville, et quand je demande aux autorités, mais est-ce que vous vous étonnez pas que sur la cagnotte, il y a 13 000 € récoltés pour l'achat du terrain et la construction du mosquée? Ah oui, madame, mais ce n'est pas à nous d'aller investiguer tout ça. Donc, dans Qatar Papers, Chenot et Malbruno... paye. La cagnotte est ridiculement faible. Bien sûr, pour un projet qui va coûter, je ne sais pas moi, des centaines de milliers d'euros, voire plus qu'1 million d'euros. Qui paye? Messieurs Chenot et Malbruno ont montré dans leur livre Qatar Papers comment Qatar Charity, qui était une fondation qatari, a financé des mosquées en France. Bon, ce ne sont pas des mosquées qui sont connues pour prôner le respect des lois françaises, l'acceptation du pays d'accueil, etc. Hein, je crois que c'est plutôt le contraire. Mais j'irai même plus loin. À la lumière de ce qu'on vient d'apprendre avec le Qatargate, et que ces institutions européennes, décidément, sont sous influence, reste à démontrer jusqu'à quel niveau par les juges belges, quelle influence est-ce que le Qatar et l'islam rigoriste a eu sur les politiques d'immigration? Quelle est l'influence de ça? Parce que quand même, toutes les enquêtes montrent voilà, on n'a pas respecté la volonté des peuples qui se sont exprimés, on a des problèmes innombrables de sécurité, on n'arrive pas à accueillir les gens, on ne sait même pas qui est sur les territoires français ni en Europe. L'espace Schengen les laisse, les migrants que j'ai vus qui étaient partis de Lampedusa 3 jours après, ils sont à Paris. Qui a écrit, avec quelle pression, ces lois sur l'immigration? Et je pense que là, la question se pose vraiment aujourd'hui de regarder tous ces textes qui ont été pondus, qui nous obligent à accueillir l'immigration, qui fait partie intégrante de la stratégie de Doha, de ce fameux document, en disant, voilà, il faut amener de nouveaux migrants en Europe pour consolider les populations, pour les renforcer. Eh bien, écoutez, moi, je demande à savoir, je demande à ce que la lumière soit faite. Et je demande à chacun d'avoir la plus grande interrogation vis-à-vis de ces textes-là. Parce qu'on n'a pas du tout, aujourd'hui, la garantie que certains n'ont pas été influencés pour les écrire et pour nous les imposer. C'est une accusation grave. Et de fait, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question. Hein. C'est un soupçon. C'est un grave soupçon. C'est un grave soupçon. C'est un grave soupçon. Et par ailleurs, tout ce dont on vient de parler éclaire d'une lumière un peu étrange, si vous voulez, l'accusation qui est portée contre les Français, je vais vous poser une question, contre les Français et contre les autres peuples, qu'on accuse de racisme et de vouloir rejeter absolument, et dont on leur fait porter, si vous voulez, la responsabilité d'un cloîtrage de ces populations dans leur quartier. Est-ce que, bon, finalement, on a l'impression qu'ils répondent plutôt tout à fait de manière naturelle, assez précise, aux invitations de ce document et du Qatar.
Oui, et c'est assez insupportable parce que j'ai des amis musulmans, comme tout le monde, voilà, ici en France, mais aussi à l'extérieur de la France, qui sont mes amis et qui sont des musulmans qui pratiquent un islam très discret en fait, qui le pratiquent au sein de leur foyer. Oui, parce que disons-le, tous les musulmans ne sont pas sur n'ont pas ce rapport à l'Oumma tel que défini par Exactement, c'est une minorité, c'est une minorité. C'est une minorité grandissante, certes, parce que poussée dans les mosquées, dans les centres culturels, où les islamistes radicaux ont mis leurs mains sur l'instruction, en fait, et sur l'interprétation des textes du Coran, qui, encore une fois, ne sont pas du tout interprétés de la même façon par les différents courants de l'islam. Là, on a affaire à une défaillance totale des responsables français et européens qui ont laissé prendre le dessus par cet islam rigoriste en Europe. Tandis que, voilà, il y a beaucoup de musulmans. Et j'aimerais aussi rendre hommage à beaucoup de femmes musulmanes, de jeunes femmes musulmanes qui peuvent plus sortir dans leur quartier sans se voiler et sans se protéger parce qu'elles ont été complètement islamisées. Et c'est un drame parce qu'en fait, la liberté de professer sa foi de façon individuelle pour les musulmans est sous menace de l'islam rigoriste, des musulmans qui essayent d'imposer l'islam rigoriste à des musulmans qui sont tout à fait français ou tout à fait allemands ou tout à fait belges, qui n'ont pas du tout cette vision de leur religion. Voilà. Et en tout cas, un sondage récent IFOP montrait que plus on était jeune, en France, pour les musulmans français, sondage auprès des musulmans français, plus on était jeune et plus on était rigoriste dans l'application de l'islam. Donc, est-ce que vous avez le sentiment que cette manière de voir progresse justement chez les musulmans ? Oui, bien sûr. J'ai lu les mêmes sondages et ces sondages sont absolument effrayants. Que dans les écoles françaises, on n'a pas réussi à avoir une cohérence nationale dans notre jeunesse est absolument effrayant. Et je pense que tant qu'on fasse des compromissions, tant qu'on commence à s'accuser nous-mêmes, à dire « ah oui, peut-être », et cette espèce de fausse tolérance pour une interprétation religieuse complètement archaïque, est terrifiante. Et terrifiante pour les jeunes, parce qu'on a besoin de dire « écoutez, ici on est en France, les femmes sont à pied égal avec les hommes. Non, les femmes ne sont pas... on mange à table avec les femmes, on serre les mains aux femmes. Une femme n'a pas à être critiquée, jugée pour ce qu'elle porte. » Donc, tant qu'on tolère ça et tant qu'on entend cette gauche dire « ah non, 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 mais c'est le droit à la différence, etc. », c'est effectivement effrayant. Et donc, je pense que ça commence aujourd'hui par une reprise en main de la non-tolérance absolue pour l'islam sur l'espace public et dans nos écoles. Ça m'apparaît absolument évident. Ça sera le mot de la fin. Merci Patricia Achagnon. Je recommande votre livre Qatargate qu'on trouve donc sur un site Qatargate. Merci à vous qui nous avez suivis. Allez visiter notre site boulevardvoltaire.fr. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre quotidien en ligne, le grand quotidien de la France droite et fière. C'est indispensable et c'est gratuit. En plus, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.